Vous écoutez Europe 1, il est 8h15. L'interview politique d'Europe 1, ce matin, 20 ans jour pour jour après la mort de François Mitterrand. On va le réentendre avec vous, Jean-Pierre Elkabbach, qu'il avait si souvent rencontré, si souvent interviewé et tellement bien connu. C'est vrai, j'ai rencontré et interrogé François Mitterrand plusieurs fois. Avant son élection, dans des cartes sur table avec Alain Duhamel, par exemple lors de sa promesse d'abolir la peine de mort. Et après, pendant ses 2 mandats à l'Élysée, tous les sujets étaient librement abordés, évidemment, sur Europe 1 ou à la télévision lors des périodes d'épreuves et de crise. Et il y en a eu. Et puis je retiens surtout 2 moments douloureux. D'abord, les conversations personnelles enregistrées en secret en 1994 et diffusées sur France 2 7 ans plus tard, en 2001, puis l'interview du 12 septembre 1994, après le scandale provoqué par le livre de Pierre Péan, Une jeunesse française. Il était très malade, il portait presque le masque de la mort, il était épuisé, mais lucide, abandonné par beaucoup des siens qui faisaient semblant de découvrir le passé de François Mitterrand. Vous savez, Thomas, Vichy, la résistance, l'occupation, la francisque, etc. Alors que Catherine Ney avait raconté tout cela dès 1984, mais il ne voulait pas l'écouter à ce moment-là. En tout cas, voici des moments choisis. Ce jour-là, je demandais à François Mitterrand, président de la République, les qualités nécessaires à un chef d'État dans une France à la fois compliquée, en mutation et fragile. Il faut des qualités, je m'efforce de les avoir. Le président de la République doit pouvoir disposer d'une grande autorité. Cette grande autorité, il la trouve dans les textes, mais il la trouve surtout en lui-même et dans sa façon de faire. C'est au peuple de répondre à votre question, monsieur Elkabbach. Pour ce qui me concerne, ce n'est pas à moi. L'art de gouverner, c'est d'abord de faire ce que l'on croit juste. C'est pas de se contorsionner. Et j'accepte tous les risques et toutes les conséquences de ce choix politique. J'ai pris souvent une image. Si je veux monter au haut d'une colline, si cette colline est boisée, puis vous prenez un chemin qui vous amène dans un fourré. Bon, plutôt de se déchirer le vêtement, de se faire égratigner les jambes, on rebrousse chemin et on prend un autre chemin. Mais on cherche à atteindre le sommet de la colline. C'est ce que nous faisons. Est-ce que vous pouvez dire les qualités que vous demanderiez à un Premier ministre? Un bon Premier ministre? Un bon Premier ministre? Ah, là, vous posez une colle. D'abord, le gouvernement, c'est pas très facile à mener. Hein. Donc, il faut être sérieux. Il faut connaître ses dossiers. Il faut aussi avoir l'autorité sur son administration. Puis, il faut avoir un grand amour de la patrie. La patrie, c'est pas une abstraction. La patrie, c'est fait de beaucoup de gens. Et de gens différents, et de gens qui s'opposent. Donc il ne faut pas porter les polémiques au-delà d'une certaine limite. Comment vous expliquez le succès de tous les livres qui parlent de vous, même quand ils vous critiquent? Oui, surtout ceux qui me critiquent. Bon, j'ai fait peut-être de Turc, là. Mais le Turc se porte bien. En vérité, je pense que je contribue à la fortune de ces personnes et qu'il manque de reconnaissance à mon égard. Mais quand vous Est-ce avez... qu'il en paraît comme livre, hein? Oui, oui. Et J'ai fait leur fortune, quand même. Ce sont mes pauvres. Mais ils mangent ensuite dans ma assiette, hein. Oui, non, c'est vrai qu'à chaque jour, on peut voir une sorte d'acharnement, c'est vrai, mais... Oui, ça. François Mitterrand et les Juifs, François Mitterrand et les catholiques, François Mitterrand et les Vichy, François Mitterrand... Cette semaine, c'est les francs-maçons. Quand vous découvrez les journaux, vous lisez pour savoir? Finalement, je dois être plus important que je ne croyais. C'est Richelieu qui disait « Un vrai ministre ne doit penser qu'aux intérêts de son maître, le maître doit penser aux siens. » Vous pensez que dans ce que l'on voit dans l'exécutif, c'est ça aujourd'hui? C'est une très belle expression de la monarchie absolue. Et nous ne sommes pas dans la monarchie absolue, monsieur Elkabbach. Mais le président de la République a d'énormes pouvoirs, et vous l'avez dit tout à l'heure. Il a de grands pouvoirs. Il a des pouvoirs réels qui lui sont conférés par la Constitution, et il y a aussi les habitudes qui ont été prises depuis le général de Gaulle, et qui se sont souvent imposées comme des usages d'interprétation parfois abusifs. On parle souvent de la fameuse solitude d'en haut. Maintenant que vous y êtes, c'est si vrai que ça? Sur le plan de la décision, oui, c'est une solitude, une grande solitude. Pour la vie quotidienne, non. La description, comme on en a faite, on voit personne, mais non, pas du tout. Mais la solitude de la décision, oui. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'on fait le vide autour de moi. C'est parce que la décision, à ce niveau, est forcément solitaire.
peut demander des conseils, on peut demander des avis, c'est même nécessaire. Mais la décision, c'est comme une pointe de diamant, c'est inaltérable. Autrement dit, ce qui peut empêcher les abus ou les excès de pouvoir est à l'intérieur de l'homme qui a la fonction. D'abord à l'intérieur, c'est sûr, et puis peut-être aussi une formation, une expérience, une habitude de vie. Moi, je suis profondément respectueux de la démocratie, du moins je le pense. C'est un choix politique que vous allez faire d'entrer dans la résistance, d'opportunité. Tu parles d'une opportunité, hein. J'aurais bien voulu vous y voir, hein. Je sais que c'est facile d'en parler, là, comme ça, froidement. Comme beaucoup, 55 ans après, ça, c'est autre chose. Mais moi, j'aurais peut-être pas eu le choix. Ce n'était pas un lit de rose, mais c'était une vie passionnante. Non, ça s'est fait beaucoup plus par une sorte de pente naturelle. J'étais évadé, donc, de guerre. Je fréquentais surtout mes anciens camarades de guerre ou qui s'étaient évadés comme moi, par les affinités naturelles qu'on recherche à cet âge. En France, ça s'est fait comme ça, vous savez. Oui. Et ne croyez pas qu'il y ait eu des centaines de milliers de gens qui faisaient cela, qui résistaient. La première chose condamnable pour Vichy, c'est d'avoir tiré un trait sur la République, qui était un acte vraiment intolérable. Ce qui est criminel, c'est la première législation antisémite. Et ce qui est les crimes se sont surtout répandus lorsque le combat est devenu plus difficile, c'est-à-dire d'une part des maquis et d'autre part la milice. Pourquoi la France ne demanderait-elle pas pardon des crimes et des horreurs qui ont été commises à cette époque-là, parfois en son nom? Non, la République n'a rien à voir à ça. Et j'estime, moi, en mon âme et conscience, que la France, non plus, n'en est pas responsable. Que ce sont des minorités activistes qui ont saisi l'occasion de la défaite pour s'emparer du pouvoir et qui sont comptables de ces crimes-là. Pas la République et pas la France. Est-ce que vous encouragez tous les historiens? Donc je ne ferai pas d'excuses au nom de la France. Oui. Est-ce que vous considérez que vous avez réussi votre vie parce que vous êtes là? Ma vie politique, pas mal. Ma vie personnelle, ça n'a pas de rapport. Il est important de réussir, comme vous dites, plutôt de s'accomplir dans le domaine qu'on a choisi. Ça, c'est très important et je n'ai pas à m'en plaindre. C'est vrai. Mais tout le reste, c'est peut-être le principal. Tout problème que se pose un homme devant sa vie, devant sa mort, tout ça c'est aussi, c'est beaucoup plus la vie. Donc je ne peux pas dire j'ai réussi ma vie parce que je suis président de la République. J'aime, et je ne suis pas le seul, la France et j'aime les Français. Avec ça, on peut avoir de la force en soi. Dans quel cas vous diriez, Monsieur le Président, Monsieur Mitterrand, où vous direz j'arrête, je pars, je ne peux pas continuer? Je dirais si la souffrance est telle qu'elle pèse sur moi au point que je ferai passer l'examen de mon sort avant celui des devoirs d'État. À ce moment-là, il est évident qu'il faut partir. Qui vous aidera à prendre la décision? Je suis assez grand pour les prendre. Mais enfin, je demanderai l'avis de mes médecins. Est-ce que l'essentiel dans les médias, c'est que pour vous, c'est de tenir et d'achever votre mandat? C'est pas l'essentiel. Disons simplement que c'est une obligation que j'ai contractée lorsque j'ai demandé aux Français de m'élire, ce qu'ils ont fait. Pour 7 ans, pour 7 ans. La fin, c'est au mois de mai prochain. Je partirai à ce moment-là. Mais c'est une promesse donc aux Français. Mais vous pensez que vous avez un devoir à l'égard de quelqu'un pour surmonter et faire tant d'efforts toutes ces douleurs? Je répète, n'exagérons rien. Je peux les dominer. Et cela n'entrave pas du tout mon travail. Je ne peux pas vous dire autre chose. Maintenant, si un homme, une femme, devait s'arrêter de faire ce qu'il a à faire parce qu'il a une migraine ou tout d'un coup quelque chose qui lui traverse le corps d'une façon pénible, ce qui arrive dans mon cas, alors on est digne de rien. C'est pas une migraine, mais non. Le pouvoir, est-ce que c'est pas aussi une thérapeutique, le meilleur élixir de vie? Ah, qui sait? Peut-être. Dans ce cas-là, il faudrait que je me fasse réélire. Non, je n'y pense pas. Vraiment, je n'y pense pas. C'est peut-être pour ça que beaucoup se se battent. battent. Ça, en plaisantant. Oui. Si vous pensez de la manière dont se déroule le temps, là où vous êtes, est-ce que... Le mien est comme le vôtre. On n'a pas le temps de le voir passer. Et votre vie s'en va comme ça. Quel conseil vous me donnez pour que ça n'aille pas aussi vite? Aucun conseil, c'est une loi qui s'impose à vous, comme à moi. Oui, mais
travailler. Au moment où vous serez obligé d'achever votre tâche, vous aurez le sentiment de l'inaccompli, de l'inachevé. Toutes les symphonies sont inachevées. Est-ce que vous pensez que quand vous serez parti d'ici, quand vous aurez quitté ce palais, ceux qui vous ont détesté, combattu parce qu'ils vous ont détesté, se calmeront et verront plus justement ou qu'ils... Ils en voudront à d'autres, parce que moi je serais plus intéressant à ce moment-là. Et vous pensez bien que ceux-là même vous verront peut-être autrement parce qu'ils auront d'autres chats à fouetter, si je puis dire. Sans doute, oui, puis ça m'est égal. Vraiment, ça m'est égal. Vous ne ce n'est pas ma capacité d'indifférence. Comment on l'entretient? L'indifférence. D'abord la force de l'habitude. Ensuite, une certaine distance par rapport à l'événement. Et peut-être une certaine façon de mesurer l'importance des choses. Il y a ce qui est important et ce qui est nul. Et les humeurs de monsieur un tel ou de monsieur un tel, les affectifs de monsieur un tel ou de monsieur un tel, mais ce sont des tout petits bonshommes. On les entend parce qu'on est là à Paris, dans un système un peu clos. Mais regardez l'histoire du monde, tout ça, ça pèse pas. Dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils seront? Ils auront répandu une rumeur qui aura un peu altéré votre mémoire pendant quelque temps, et puis l'histoire les oubliera, d'ailleurs moi aussi. Elle m'oublie. Non, elle ne l'a pas oublié, la preuve que non. Il avait veillé à construire lui-même sa légende. La marque de François Mitterrand devient une référence pour ses héritiers. Ils sont à Jarnac aujourd'hui. Et pour les Français qui sont aujourd'hui 6 sur 10 à l'apprécier. 2016 sera aussi une année Mitterrand. Merci beaucoup Jean-Pierre Elkabbach, ça a été un gros travail de montage évidemment et de recherche. Merci donc également à Anne-Marie Moreau, Kevin Ousti, aux équipes techniques et aux archives d'Europe 1. Jean-Pierre vous retrouve dimanche en direct de la place de la République pour un grand rendez-vous spécial avec iTélé et Le Monde. Ça commencera évidemment comme tous les jours à 10h et parmi les invités, il y aura le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Merci, à dimanche Jean-Pierre.